équilibrage, balancier, hop, nickel. Si je te demande aujourd'hui quel a été le premier instrument pour mesurer le temps, tu me répondrais quoi? Faut que je me mette à payer le chauffage parce que là ça devient compliqué de travailler dans ces conditions-là. Tu as bien vu la vidéo précédente, donc tu sais que c'est le gnomon. Mais là on va parler d'horlogerie aujourd'hui. Alors l'horlogerie c'est quoi? Eh bien on va essayer de le définir ensemble. Je m'appelle Baptiste Garcin, je suis le fondateur de 10 Times, une marque de montres customisée sur mesure. Et depuis peu, on fait des ateliers d'horlogerie dans lesquels vous pouvez venir assembler vous-même votre montre. On fait ça sur Lyon le samedi et j'ai créé cette chaîne YouTube pour documenter mon aventure entrepreneuriale, mais aussi pour vous apprendre plein de choses sur l'horlogerie et l'histoire du temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on a inventé l'horlogerie, pourquoi, à quelle époque, bref, vous allez tout savoir là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'horlogerie? C'est assez simple, l'horlogerie, c'est tout ce qui touche aux instruments propres à la mesure du temps. Et on différencie 3 catégories d'horlogerie. La première, c'est ce qu'on appelle l'horlogerie ancienne. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo précédente. C'est tout ce qui regroupe les instruments qui permettent de mesurer les heures anciennes, c'est-à-dire les cadrans solaires, les clepsydres, le sablier aussi. Les heures anciennes, c'est des heures qui ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas 60 minutes, 60 secondes. Ça va être vraiment des appréciations du temps qui passe dans la journée ou dans la nuit. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, cliquez juste ici et allez regarder la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. La deuxième catégorie, c'est l'horlogerie traditionnelle. L'horlogerie traditionnelle, c'est tout simplement les instruments de mesure mécanique du temps qui mesurent les heures actuelles. Elle regroupe les horloges mécaniques, les montres et les pendules. Et c'est cette catégorie-là qui va nous intéresser dans cette vidéo. Et la troisième catégorie, ce sont les horloges contemporaines. C'est l'ensemble des instruments qui regroupent les mécanismes non mécaniques. Par exemple, les systèmes électroniques ou informatiques qu'on peut retrouver dans des montres à quartz ou dans des montres connectées. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur le sujet de l'horlogerie traditionnelle, c'est-à-dire celle qui a des mouvements mécaniques. Petite parenthèse, l'horlogerie qu'on appelle la plus noble parce qu'elle va vraiment faire appel à du savoir-faire, de la précision et être très méticuleux. Pour trouver les premiers instruments horlogers, il faut qu'on remonte au Moyen-Âge. On est dans le Saint-Empire germanique, je sais pas trop quoi là, romain germanique, pas facile à dire ouais. Et à l'époque, on commence à avoir une meilleure maîtrise des instruments et des outils. Et donc, ça nous permet de commencer à créer des premières technologies, notamment des technologies de rouage. Et ces rouages vont permettre de créer la première horloge. La première horloge n'avait ni cadran ni aiguille, c'était simplement des rouages entremêlés et qui étaient actionnés par un poids qui allait tirer l'ensemble du mécanisme. C'est grâce à la pesanteur que le poids tirait sur le mécanisme et c'est ça qui apportait l'énergie au rouage pour se mettre à tourner. La toute première horloge faisait simplement un gong par jour et plus les technologies avançaient, plus elle s'est mise à faire des gongs à des heures précises jusqu'à faire les 24 heures de la journée. On est toujours à la fin du XIIIe siècle, sauf que ces mécanismes étaient très peu fiables et donc on avait une précision qui était relativement catastrophique. C'est en 1368 que nos compères anglais ont inventé l'échappement à folio. À quoi il servait? C'est très simple, il permettait de ralentir la chute des poids de manière périodique, ce qui lui permettait de réguler l'horloge. De ce fait, on avait une plus grande précision dans la mesure de l'heure et on augmentait la réserve de marche parce que le poids descendait plus lentement et donc du coup l'horloge avait plus de batterie. Le fonctionnement très simplifié, c'est qu'on a une roue de rencontre et un oscillateur à folio. La roue de rencontre, elle est crantée et elle est tirée, entraînée par le poids. Donc elle va se mettre à tourner naturellement. Et en fait, l'oscillateur à folio, lui, il a des petites pales qui vont se mettre dans les dents de la roue et périodiquement vont la stopper. Et c'est ce phénomène qui va permettre de réguler la descente du poids et d'avoir aussi une oscillation relativement précise pour pouvoir mesurer le temps correctement. Néanmoins, on perdait à peu près 1 heure par jour et donc tous les midis, il fallait régler l'heure grâce à un cadran solaire. Il y a eu des perfectionnements dans l'utilisation de ces horloges, mais on les a surtout beaucoup retrouvés sur les beffrois de toutes les églises. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit qui permettait d'entendre le mieux possible le son qu'elles émettaient à chaque heure qui passait. Et en 1433, en Italie, est apparu les premiers cadrans. Ils étaient gradués de 24 heures et le fait de les avoir sur l'édifice le plus haut de la ville ou du village, ça permettait à tout le monde de pouvoir profiter de l'heure juste en sortant et en levant la tête. C'est pas mal!
S'en est suivi pas mal de dizaines d'années, voire de siècles d'expansion de tous ces mécanismes, de toutes ces horloges à travers le monde. On a beaucoup commencé, comme je vous le disais, dans cette partie empire germano, romano, machin bidule quoi. Il y en a eu ensuite en Angleterre, en Suisse, en France, etc. Et il y en avait pas mal aussi en Italie. C'est d'ailleurs de là-bas que sont parties toutes les horloges sonnantes à cadran. Et il faudra attendre 1658 pour avoir la première horloge à pendule. Le pendule, c'est simplement une roue d'échappement au-dessus de laquelle il y aura une ancre qui va faire des oscillations droite-gauche en suivant le rythme du pendule. Et c'est ça qui va freiner et ralentir la perte d'énergie de l'horloge et qui va permettre surtout de réguler la mesure du temps le plus précisément possible. Voilà, ça c'est clair. Mais avant d'en arriver là, on a eu pas mal d'enchaînements de miniaturisation des mouvements parce qu'on commençait de mieux en mieux à maîtriser les outils pour fabriquer tous les rouages et toute la complexité des mécanismes. Mais il y a eu un événement, une innovation majeure qui a vraiment fait une césure entre l'horloge et la suite de l'horlogerie, c'est le ressort moteur. Imaginez-vous, à l'époque, on a envie d'avoir l'heure de plus en plus facilement. On est à peu près dans les années 1400 et il y a la miniaturisation qui fait son travail. Donc on se retrouve à avoir des horloges chez soi. On n'a pas une énorme précision, donc du coup à chaque fois on doit les remonter et les remettre à l'heure en sortant et en regardant le clocher du village. Mais c'est pas grave, on commence à avoir quelque chose de plus en plus personnel. Et plus les choses avancent, plus on se dit ce serait pas mal d'avoir l'heure même quand on se déplace. D'ailleurs, il y a certaines calèches qui commençaient à être équipées de certaines horloges spécifiques pour les calèches. Mais donc on a une problématique qui est que on ne peut pas avoir une horloge mobile avec des poids et la mettre dans sa poche pour se déplacer. Parce que les poids forcément dans la poche, ils vont plus tirer sur le mécanisme. Et donc il a fallu trouver un autre moyen d'emmagasiner l'énergie de l'horloge. Et ce moyen, c'est le ressort moteur ou dit ressort de barillet. Malheureusement, on ne sait pas qui est-ce qui l'a inventé et pourtant ça a été une avancée majeure dans l'horlogerie. Et donc comment ça fonctionne? On enroule un ressort dans ce qu'on appelle un barillet qui est littéralement un engrenage et le fait de l'enrouler en son centre va faire que le ressort va emmagasiner de l'énergie et il va la restituer en s'étendant et ce qu'on appelle en se désarmant. En se désarmant, il va appliquer une pression sur les côtés du barillet et grâce à une bride de retour qui vient s'incruster dans le barillet, il va permettre au barillet de se mettre à tourner. Et il va venir s'imbriquer dans les autres rouages du mécanisme, ce qui va entraîner le mouvement. Et c'est en Italie qu'on retrouve les premières traces de la première montre. On a notre ami Bartolomeo Manfredi qui à l'époque a envoyé une lettre au marquis de Mantoue, qui est une contrée italienne, pour lui dire qu'il avait préparé et qu'il lui offrait la première montre. Mais la première montre a réellement été attribuée en 1505 à Peter Henlein, qui était un serrurier allemand qui vivait à Nuremberg et qui a créé la montre que l'on appelle Pomander. La particularité de cette montre, c'est qu'elle était assez épaisse, elle était ovale, elle avait uniquement une aiguille qui était sur un cadran de 12 heures, où il y avait en son intérieur des chiffres romains pour les 12 heures du jour, et en son extérieur des chiffres arabes pour les 12 heures de la nuit. Il fallait la recharger tous les jours parce qu'elle avait une réserve de marche de 12 heures, et son mécanisme était composé du coup de notre ressort barillet, qui entraînait des rouages pour le mécanisme, et le mouvement était régulé par un pendule à torsion. C'est l'équivalent d'une miniaturisation du folio. C'est ainsi que fut créée donc la première horloge mobile et on a décidé de l'appeler montre. L'étymologie de horloge vient de oro et logium, oro qui veut dire l'heure et logium qui veut dire le fait de dire. Donc une horloge, c'est un objet qui dit l'heure. Et la montre est en fait une horloge qui permet d'apporter le temps un petit peu de partout et de le montrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une montre, c'est une horloge qui montre. Très rapidement, cette invention va se répandre à Nuremberg, mais au-delà des frontières allemandes, et les montres vont commencer à s'aplatir jusqu'à ce qu'on puisse les mettre dans les petites poches de gilet, ce qui leur donnera par la suite le nom de montre à gousset, parce que le nom de la petite poche était le gousset. En sortant des frontières de l'Allemagne, elles sont arrivées rapidement en Suisse et il s'est passé quelque chose de catégorique en 1541 qui va lancer l'essor de la renommée de l'horlogerie suisse. J'ai appelé la réforme de Genève. Vous savez d'où vient la renommée de l'horlogerie suisse? Elle vient d'un Français qui n'était pas content.
Jean Calvin était un protestant français qui a décidé de fuir la persécution catholique en se réfugiant en Suisse. Il a commencé à devenir très populaire là-bas et ses idéaux ont été repris pour faire la réforme de Genève en 1541, notamment une qui est de bannir les signes de richesse extérieure, forçant les orfèvres et joailliers qui jouissaient d'une grande réputation à l'étranger à se tourner vers l'horlogerie. Ils ont un petit peu contourné les règles grâce aux montres car ils venaient incruster leurs diamants sur les montres qui devenaient du coup des vrais apparats pour les femmes et des vrais bijoux pour les hommes. La récupération d'une aussi grande quantité de talents dans l'horlogerie a créé un essor du savoir-faire à Genève et c'est en 1601 que l'horlogerie suisse a acquis sa réputation mondiale grâce à la corporation de la maîtrise des horlogers de Genève. Cette corporation, elle est assez simple, elle permettait à un maître horloger d'avoir un seul apprenti, mais il lui permettait d'être étranger, ce qui a permis l'essor de l'horlogerie dans le monde entier avec comme point névralgique Genève. Et cet essor de l'horlogerie impulsé par Genève a donné lieu à partir des années 1650 à des innovations importantes dans le milieu, notamment le balancier en 1657 inventé par un Hollandais, Christian Huygens, je crois qu'on dit comme ça, l'échappement à encre en 1670 inventé par un Anglais, Robert Hooke, qui permettait notamment la régulation du temps, le ressort spiral en 1675 encore par Christian Huygens, le Hollandais, et c'est en 1686 que Daniel Quare, un Anglais, a inventé l'aiguille des minutes. On n'avait que l'aiguille des heures. Les évolutions ont continué à exister et il faudra attendre 1810 pour qu'un franco-suisse très connu qui s'appelle Abraham Louis Breguet fasse la première montre à bracelet. Et vous savez quoi? Elle a été faite pour une femme. C'est en effet la reine de Naples qui lui a fait la demande d'avoir une montre avec un bracelet qui serait plus pratique et qui deviendrait un bijou bracelet utile. À cette époque, les montres à gousset étaient très populaires chez les hommes. Malgré tout, les montres à bracelet ont commencé à se démocratiser au fur et à mesure des décennies qui passaient. Et c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale qu'elle est devenue un accessoire essentiel, notamment pour les soldats. Ce qui a valu une utilisation par la jante masculine plus importante. Et aujourd'hui, la montre est vraiment considérée comme le bijou par excellence masculin. Mais en 1930, il y a une découverte qui va changer radicalement l'univers horloger, c'est la découverte de l'utilisation du quartz. Ça va mener à la plus grande crise que l'horlogerie ait jamais connue en 1970, mais ça, je vous le garde pour une prochaine vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine, dimanche. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater et c'est ciao! Bam. Ça, c'est pas mal ça.